Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle d'un sujet super important, les règles. On dit souvent que ce phénomène concerne plus de la moitié de l'humanité, alors que si on y réfléchit bien, en fait, on est tous sur Terre grâce aux règles notamment. Pourtant, si toutes les femmes ont leurs règles, excepté en cas de pathologie, on les subit encore bien trop souvent et c'est encore un sujet tabou dans la société. Pour mettre un coup de pied dans ces idées reçues, en savoir plus sur le cycle et comment vivre en harmonie avec ses menstruations, on est allé voir Gaëlle qui tient le compte Instagram Kiffe ton cycle. On vous informe d'ailleurs que je, Mégane, ne serai exceptionnellement pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager, ainsi que nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser tes questions, le lien est en barre d'infos. Et on te souhaite une bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur Truc de Meuf. Alors exceptionnellement, Mégane n'est pas là, mais elle va bien. On va faire cet épisode toutes les deux. Et on est là pour parler des règles aujourd'hui, puisque tu as le compte Instagram Kiffe ton cycle notamment. Déjà, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, donc je suis Gaëlle Baldassari, la créatrice de Kiffe ton cycle. Je suis aussi autrice aux éditions Larousse de 2 livres. Mon but dans la vie professionnelle, on va dire, parce que j'ai d'autres buts dans la vie personnelle, mais mon but dans la vie professionnelle, c'est de faire en sorte que le cycle menstruel, le bien-être menstruel devienne une norme dans la société. C'est-à-dire qu'on considère le cycle comme quelque chose de positif, mais aussi on considère que ce soit normal d'aller bien pendant son cycle. Voilà, ça c'est mon objectif. C'est démystifier un petit peu toutes les attentes qu'on pourrait avoir autour de ce cycle et que ça soit quelque chose peut-être de plus accessible aussi. Mais au-delà de le démystifier, déjà la première chose, c'est de dire... aujourd'hui, on considère presque que c'est normal de souffrir. Il y a un truc il y a un truc un peu logique. Bah oui, quoi, elle a ses règles, oui. Et en fait, cette normalité, moi, je veux la faire changer. Donc, c'est vraiment un truc quand même profond, un défi de société. Et donc, pour ça, effectivement, j'ai créé Kiffe ton cycle. J'écris des livres, je donne des conférences. Et puis, on fait des choses en ligne. On a tout un réseau d'ambassadrices aussi qui diffusent les informations. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément particulier qui a fait que tu en es arrivée là ? C'est quoi ton parcours ? Oui, bien sûr, forcément, je pense qu'on arrive C'était pas anodin comme question. À un métier aussi étrange, sans élément particulier. Je dirais que c'est une succession d'éléments plutôt. Mais le premier élément, c'est que j'étais en aménorrhée, que j'étais diagnostiquée d'un syndrome des ovaires polykystiques. Donc en aménorrhée, c'est quand on n'a plus de règles, hein, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. En aménorrhée, c'est quand on n'a plus de règles. J'avais mes règles aller 1, 2, 3 fois par an. Max. C'est assez peu. Max, c'était 3 fois par an. À vrai dire, ça me dérangeait pas trop. D'autant qu'à chaque fois que je voyais des gynécologues, ils me disaient bah non, aucun problème, tant que vous voulez pas d'enfant, c'est pas un souci. Donc en fait, j'avais ça comme réponse. D'accord. Et moi, je faisais très confiance aux médecins, donc je me disais génial. Enfin, Parfait, ça m'arrange. Toutes mes copines justement qui souffrent, qui galèrent, etc. Finalement, ça m'arrange. Et puis j'étais à fond dans ma carrière, donc je trace et je me posais pas la question. Et effectivement, un jour, j'ai voulu avoir un enfant. Et là est arrivé le fameux tant que vous voulez pas avoir d'enfant. Donc je suis allée voir le médecin. Maintenant je voudrais bien. Ça va être compliqué, madame. Ah oui, d'accord. Oui, donc en fait on reste évasif jusqu'au moment où t'es face au problème et c'est ça. En fait c'est plus dur que ce que vous avez dit, quoi. Donc là le diagnostic tombe parce que jusqu'à présent il n'y avait pas de diagnostic. Il y avait une normalité de l'aménorrhée mais il n'y avait pas de diagnostic. Le diagnostic tombe, syndrome des ovaires polykystiques. Vous n'allez pas y arriver toute seule à avoir un enfant. D'ailleurs on a fait un épisode sur le SOPK à écouter parce que c'est vrai que c'est pareil, ça fait partie des pathologies dont on entend parler mais finalement qui sont très peu et très mal soignées. Ah c'est clair, hein. Et puis moi le médecin me dit vous avez un SOPK. Oh c'est bizarre, d'habitude j'annonce ça à des grosses. Ah super, génial. Donc sympa. Fabuleux. Ça coche vraiment toutes les cases qu'on aime. Voilà, on adore. Et d'autant que moi j'ai un parcours justement avec mon poids, mais qui est certainement lié au SOPK, qui est très compliqué, puisque j'ai eu des prises de poids énormes, etc. Mais tout ça, pas forcément, il ne le savait pas à ce moment-là de ma vie. Et en fait, voilà. Et donc il pose le diagnostic là, et il me dit de toute manière, vous n'allez pas y arriver toute seule, donc on va passer par la procréation médicalement assistée. Ah, ils te l'ont proposé tout de suite, d'entrée de jeu. Parce que moi, je suis allée le voir, ça faisait déjà plus d'1 an que j'essayais. D'accord. Oui, je m'étais dit, c'est la nature, on va y arriver quand même. Oui, on se dit toujours que ça va être simple finalement, bien sûr. Voilà, j'étais assez naïve quand même, parce que n'ayant très peu mes règles, voilà. Mais il y avait un truc de moi qui me disait, ça va arriver. Et puis en fait, non, c'est pas arrivé. Donc oui, on est parti directement en procréation médicalement assistée. Et là, j'ai commencé à m'injecter pas mal de quantités d'hormones. Et j'ai vu des fluctuations d'humeur et d'énergie assez violentes.
J'étais directrice d'agence bancaire à l'époque et je me suis retrouvée à perdre un peu mes nerfs sur mes collaborateurs, à être émue face à un client qui me présentait son projet. Oh, c'est trop mignon, tout ça. Mais voilà, avoir du mal à retenir les émotions, quoi. Donc, oui, dans la vie professionnelle, c'est pas forcément simple à gérer. Et je présente ça à mon médecin qui me dit oh non, il n'y a pas de raison, c'est pas les hormones, c'est juste le stress de vouloir avoir un enfant. Waouh. C'était il y a combien de temps du coup ça ? Il y a 11-12 ans maintenant. D'accord. On aimerait que les choses aient changé depuis, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment le cas. Non, moi je suis sûre que ça n'a rien changé. Non, parce qu'on est sur des certitudes en fait, donc c'est pas des personnes méchantes. Moi j'ai eu que des personnes plutôt bienveillantes en face de moi, mais ils sont calés dans leurs certitudes. Donc là pour le coup il y avait clairement la certitude que non, il n'y a pas de raison que les hormones viennent influer dans ma vie. Comme quand je lui dis j'ai pris du poids, moi j'ai pris plus de 10 kilos pendant le processus de PMA, il m'a regardé, il m'a dit ça se voit pas. Oh super, si ça se voit pas c'est pas grave alors. C'est parfait. Je m'en fous que tu ne le vois pas, moi je ne suis pas bien avec ça. Donc il y a tout ce système-là, et pendant cette procréation médicalement assistée, je vais carrément aller jusqu'au burn-out. Ah oui. T'as pas de suivi psychologique à ce moment-là ? Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, j'avais clairement un surinvestissement professionnel. J'accuse pas la PMA de tous les maux. Il y avait vraiment des trucs par rapport à mon boulot. Mais j'ai eu l'impression d'avoir été précipitée dans le burn-out par les hormones. Et donc au moment où je vais remonter tranquillement de mon burn-out, je me dis mais il faut que je comprenne ce qui s'est passé, quoi. Et donc c'est là que commence mon chemin totalement personnel de recherche de qu'est-ce que font les hormones sur nous. C'est une très bonne question. Voilà. Et il y avait peu de réponses dans la littérature en fait. Donc là déjà je me heurte à un truc où je me dis je vais aller acheter les livres à la fac, quoi. Enfin, normal. Rien. Ah oui, d'accord. Et après, je creuse un peu plus sur d'autres réseaux un peu plus. Et en fait, il y a très peu de livres sur le sujet. Je commence à en trouver en anglais. J'en trouve aussi qui parlent plutôt du côté féminin sacré, etc., qui ramènent ça à la lune et tout. Mais peu de choses sur concrètement qu'est-ce que font les hormones, quoi. Donc, ça commence à me passionner à titre totalement personnel. Et à ce moment-là, je me forme aussi, en revenant de mon burn-out, à l'approche neurocognitive et comportementale pour travailler sur le stress, sur le mien, mais aussi sur celui de mes collaborateurs que je veux accompagner. Parce que moi, ce que j'ai eu, j'ai pas envie de le faire subir à des collaborateurs, quoi. Oui, c'était pour transmettre un peu de cette expérience, tirer quelque chose d'un peu positif. C'est exactement. C'est hyper positif au final. Un burn-out, quand on survit, je pense que c'est toujours très très positif. Mais effectivement, c'est qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience-là. Et tout ça, en fait, je le fais en revenant dans mon boulot. Donc, j'ai pas changé de métier. C'est pas à ce moment-là que je me dis ah là là, oui, je fais Kiffe ton cycle, tout ça. Je reviens dans mon métier, je continue dans la banque, je continue. Et la deuxième épiphanie, donc à titre perso, je commence à me renseigner, sur les hormones. Et la deuxième épiphanie, c'est que à la naissance de ma fille, moi je savais pas, j'attendais une petite fille. Ouais. Et au moment où elle naît sur cette table d'accouchement, où je découvre que j'ai mis au monde une fille, il y a une espèce de truc de waouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Tiens, vraiment le truc, mais dans ce monde, c'est mis au monde une fille. Et là, j'étais... alors il y a les hormones, on est d'accord, je viens d'accoucher et tout ça, mais j'ai une espèce de vague d'anxiété que j'ai réussi à stopper net en me disant je vais agir. Mais c'était ta réponse à cette angoisse, en fait. Ouais, c'est ça. Pour survivre à cette situation et rester mère et présente à la situation, il fallait que je me promette quelque chose, en fait. Et donc, à ce moment-là, donc il est 3h30 du matin sur cette table d'accouchement, et je me dis, ok, j'ai jusqu'à ces 18 ans pour faire que j'ai moi-même mis ma pierre à l'édifice pour que le monde change. Waouh, c'est un super challenge. Voilà. Mais à ce moment-là, je sais pas comment, tu vois, c'est juste un truc de je veux que le monde change pour que les femmes soient à leur juste place dans la société. C'est un très très gros défi. Donc ça c'est la grosse épiphanie. Et puis ensuite, j'ai arrêté de travailler à la suite de la naissance de ma fille. J'ai pris un congé parental et j'ai commencé à faire du coaching et de l'accompagnement. Donc mon changement, il s'est fait après la naissance de ma fille de métier. J'ai commencé à faire du coaching et de l'accompagnement grâce à l'approche neurocognitive et comportementale. Je me suis formée aussi au coaching. Enfin, voilà. Plutôt auprès de femmes ou c'était hommes comme femmes ? Alors, mon but, c'était les femmes. Oui. Clairement, mon site internet, il y avait marqué pour l'empowerment des femmes. C'était vraiment les femmes. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de dynamique sur le cycle. C'était pour l'empowerment. Je me disais que moi, j'avais réalisé quand même une belle carrière et que je pouvais accompagner des femmes avec les outils que j'avais. Et il se trouve que j'avais quelques clients hommes. Je leur disais, mais vous avez vu mon site ? Ils me disaient, oui, mais on m'a dit que vous étiez bonne. Bon, tant mieux. Et en fait, avec mes clientes, de temps en temps, on avait ce truc qui faisait qu'elles revenaient
en séance et elle me disait mais c'est un truc de fou, ça y est, tout est reparti en cacahuète, tout allait bien et puis de nouveau je perds confiance, de nouveau je crie sur mes enfants pour les coachings parentaux, de nouveau je tremble devant mon boss et je me sens nulle et une sous-merde. Et en fait j'ai eu cette réaction de dire plusieurs fois mais t'en es où de ton cycle? Et parce que moi j'avais toujours ça dans la tête parce que j'avais creusé le sujet quoi. Et mes clientes à chaque fois il y avait un temps d'arrêt, elles me disaient ah ouais maintenant que tu le dis. Donc tu vois, elle ne me répondait pas vraiment à la question et cette phrase est revenue pas mal chez plusieurs clientes. Et un jour, j'ai une cliente qui m'a dit bon, ok, Gaëlle, tu sais des trucs sur le cycle, moi je ne les sais pas, explique-moi. Et je lui ai dit je ne vais pas prendre une séance pour t'expliquer un truc dont. Elle me dit ok, tu veux pas me prendre une séance, tu sais quoi, tu fais une conf. T'invites toutes tes clientes, tu fais une conf, mais je veux un atelier que tu m'expliques ce que tu sais. Parce que tu as l'air de savoir des trucs. Et donc tout démarre de là. Ah ouais, et c'est comme ça du coup que Kiffe ton cycle a commencé. Exactement. Donc j'ai fait ce premier atelier avec mes clientes qui à ma grande surprise sont venues. Je pensais que du coup il y avait que celles qui m'avaient demandé qui viendrait. Et en fait du coup j'avais peut-être 12-13 clientes qui étaient là. D'accord. Et toutes elles m'ont dit c'est un truc de fou. Enfin c'est un truc de fou quoi, de comprendre les fluctuations d'humeur et d'énergie par rapport à son cycle. C'est pas un tout petit truc, c'est un game changer énorme. C'est à la fois très subtil et à la fois, il se passe quelque chose, quoi. Ah, c'est ce qu'on peut constater, nous aussi, depuis qu'on a commencé le podcast, notamment en échangeant avec des femmes qui se sont renseignées, qui travaillent aussi sur le cycle menstruel, de à quel point, ça a une influence incroyable, et d'autre part, de comment on n'est pas du tout formé, et comment on nous apprend même à lutter contre, parce qu'on est sur des cycles plutôt masculins. En fait, il faut de l'énergie sur ta journée, alors que nous, on fonctionne pas du tout comme ça, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, moi je dirais même sur des cycles robots, j'ai arrêté de dire sur des cycles masculins, parce que ça serait penser que les hommes sont linéaires et que les femmes sont cycliques, et c'est faux. Le vivant est cyclique dans son intégralité. Et en fait, les hommes, ils sont aussi cycliques que nous. Et oui, si on regarde les quelques études qui ont été faites de comparaison, il n'y a pas plus de versatilité chez les hommes que chez les femmes. Donc, je pense qu'il faut arrêter de penser. C'est vraiment des cycles robots. En fait, on est parti du principe qu'on allait nous linéariser parce que c'est ce qui allait faire de nous des bons petits producteurs, en fait. C'est une société productiviste. Et donc, plus on essore jusqu'au bout et plus on fait croire aux personnes qu'elles ne sont pas normales quand elles ont une baisse d'énergie, plus on va pouvoir les utiliser jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de prendre notre retraite, parce qu'on n'en peut plus. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais on a essoré tous les humains. Donc, et pourquoi on hurle quand on nous dit 64 ans? C'est juste parce que c'est pas tenable, parce qu'on nous essore. Et donc, moi, je dis même plus que on veut nous mettre sur un système masculin, on veut nous mettre sur un système linéaire robotique qui ignore notre nature cyclique. Puis j'imagine que la première pierre, justement, pour reprendre le contrôle là-dessus, c'est de connaître son cycle. C'est déjà de comprendre que tout le vivant est cyclique. Et donc déjà, de base, si on ne va même pas sur le cycle, la première chose, c'est d'être conscient que c'est normal d'avoir des fluctuations d'humeur et d'énergie, que c'est normal d'avoir des jours où on est plus down et des jours où on est plus up, et que c'est le vivant. Si on regarde les animaux, si on regarde les plantes, si on regarde tout autour de nous, tout fonctionne de cette manière-là. Si on regarde même la croissance, on regarde les enfants, par exemple, toi et moi on a des enfants, oui. On voit leur croissance, c'est pas une croissance linéaire. Non, c'est vrai. Ils grandissent pas comme ça. D'un seul coup, il y a un pic, il faut changer toutes les affaires, on a même sauté une taille de basket, etc. Et puis après, il va y avoir un long moment, il va rien se passer. Et tout le vivant fonctionne comme ça. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé les choses comme ça, mais effectivement, il y a, les choses se passent pas de façon linéaire, c'est vrai. Et non, et en fait, on va beaucoup plus vite quand on accepte de ne pas être linéaire. Et c'est là où je réintègre le fait qu'avoir ce cycle menstruel est une chance, parce qu'on va pouvoir l'utiliser. Et du coup, adapter son emploi du temps et ce qu'on fait à l'énergie du moment et à comment on se sent. Adapter déjà la façon dont on fait les choses à l'énergie du moment. On va en reparler si tu veux ensemble, mais parce qu'on ne peut pas toujours adapter son emploi du temps. Et ça, c'est vrai. Moi, je me bats pas mal contre cette notion de comment dire, la planification menstruelle. Je suis pas du tout en accord avec ça. Parce qu'en fait, planifier son emploi du temps en fonction de son cycle menstruel, ça veut dire quoi? Ça veut dire une charge mentale de folie. Moi déjà, quand je dois caler un rendez-vous dans mon agenda, j'ai mon agenda qui déborde dans tous les sens. Si en plus je dois être en train de me dire « Oui, mais alors j'en suis où de mon cycle à ce moment-là ?» Je pète un câble en termes de charge mentale. Oui. Tu vois? Oui, c'est une contrainte supplémentaire, ok. Mais c'est clair. Et encore, il y a celles qui ont un cycle hyper régulier, calé comme du papier à musique, mais il y a celles qui, comme moi, ont un cycle irrégulier. Moi, mon agenda, il est rempli 3 mois à l'avance. Ça veut dire que techniquement, c'est impossible.
Donc déjà, en termes de charge mentale, c'est délirant. Et en termes de réalité physiologique, c'est délirant aussi. Parce qu'on ne sait pas combien de jours on va être fatigué, par exemple, pendant les règles. Moi, il y a des fois, ça va être 1 ou 2 jours, et il y a des fois, 5 jours, où je suis complètement KO, quoi. Donc, espérer organiser sa vie et créer, encore une fois, une source de stress parce que, oh là là, il faut que je fasse en fonction de mon cycle, bah ça aussi, pour moi, c'est un problème. Oui, c'est une pression supplémentaire, c'est vrai. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est pas ça. Justement, c'est pas de planifier tout, c'est de comprendre que chaque jour, on a dans notre emploi du temps ce que j'appelle les rochers. Les rochers, c'est le truc, ça bouge pas. Je me suis engagée à faire ce podcast aujourd'hui, je suis là. Je me suis engagée à faire une conférence, j'arrive pas sur scène en disant « Bon, excusez-moi, je suis fatiguée, je vais aller me poser sur le canapé, je vous laisse discuter entre vous. » C'est pas le jour. Donc les rochers, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est les engagements. Et ces rochers-là, ils bougeront pas. Je vais pas les faire bouger en fonction de mon cycle, sauf si j'ai... Mais en fait, j'allais dire sauf si j'ai mal, mais en réalité, si j'ai mal, c'est-à-dire en fonction de mes maladies. Oui, être malade, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement, avoir ses règles, ce n'est pas être malade. Voilà. Donc les rochers, c'est les engagements. Ceux-là, on va voir comment on peut les faire ensemble. Et puis ensuite, derrière, il va y avoir tout ce qui est autour. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est les courants. C'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire dans le courant de notre vie. La vaisselle, toutes les tâches ménagères, mais aussi au niveau du boulot. Je sais pas, moi, il y a la comptabilité, pour moi, mais pour vous, vous voyez qu'est-ce que sont vos courants, tout ce qu'on peut décaler. Tout ce qu'on peut se dire, finalement, à 3 jours près, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. Et ça, en fait, l'idée, ça va être justement de jouer là-dessus. C'est-à-dire de faire en sorte que dans les jours où on a peu d'énergie, on vire tous les courants de notre vie. On garde que les rochers. Ouais, c'est un bon conseil, c'est vrai. De quoi on peut se passer, quelles sont les choses qui sont superflues et qui vont nous fatiguer davantage. Et dans les courants, il y a aussi toute la vie sociale. C'est-à-dire on va manger avec les copines, machin, etc. Bah, peut-être pas ce soir. Tu vois, mais c'est encore un peut-être. Mais voilà. Pour moi, dans les courants, il y a aussi tout ça. Et ça peut être aussi un rocher, la vie sociale, parce que si c'est le mariage de quelqu'un ou je ne sais quoi, bah, ça peut être hyper important pour nous d'être là à ce moment-là. Et pour moi, c'est important de rappeler qu'on est compétente pour tout à tout moment. Et donc, rien ne nous empêche de faire les rochers. Jamais. Sauf, encore une fois, avoir une pathologie qui nous mette... Mais c'est une pathologie, c'est pas le cycle. Oui. Tu vois la différence, c'est ça ? Oui, bien sûr. On mélange les deux. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de cycle menstruel. Est-ce que tu pourrais le définir rapidement pour les personnes pour qui c'est un peu abstrait ? Bien sûr. Le cycle menstruel, donc c'est un cycle hormonal qui va du premier jour des règles jusqu'au dernier jour qui précède les règles suivantes. Donc ça, c'est le temps du cycle menstruel. Et c'est le cycle qui permet le processus de reproduction, donc qui nous permettrait de pouvoir tomber enceinte si on le souhaite, mais qui permet aussi, qui est un processus qui s'inscrit dans notre biologie globale, parce qu'au-delà de la reproduction, il va permettre aussi de protéger notre système cardiovasculaire, de protéger notre système cognitif, d'aider nos os aussi à se densifier. En fait, il protège énormément de systèmes dans notre corps. Donc on le voit souvent comme en médecine occidentale, on a tendance à découper les choses, donc on le voit souvent comme étant juste le moyen de se reproduire. Et non, le cycle menstruel, c'est aussi tout un système qui protège énormément les personnes qui le vivent. C'est super bien que tu t'en parles parce que bien souvent, c'est un peu quelque chose qu'on subit justement et on se dit si je pouvais ne plus avoir mes règles, plus avoir de cycle, ce serait vachement bien. Alors qu'en fait, ça a une vraie utilité au-delà de la reproduction. Et c'est quelque chose qu'il faut plutôt chérir plutôt que d'en avoir peur, honte ou d'en être incommodé en fait. Ah mais clairement, c'est... Après, il y a des moyens modernes qui permettent à celles qui en sont vraiment incommodées, qui ne le souhaitent pas, de ne pas le vivre. Et honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Le principal, c'est d'être bien. C'est déjà pas forcément évident dans sa vie d'être bien. Donc si on a trouvé le moyen d'être bien, il n'y a pas de jugement porté là-dessus. Mais c'est important quand même de savoir quand on bloque le cycle, de quoi on se prive malgré tout. Et il y a effectivement tous ces systèmes de protection qui vont avec le cycle, qui sont super intéressants. Et puis, ce système qui va nous permettre d'avoir des moments en haute énergie et des moments en basse énergie. Et en fait, cette alternance-là, elle nous préserve potentiellement du burn-out, ce que moi, j'ai pas vécu à l'époque. Quand on écoute son corps, oui. Mais voilà, elle peut nous protéger potentiellement du burn-out. Et surtout, elle peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans nos projets. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc juste pour finir sur cette histoire de courant et de rochers, l'idée des rochers, ça va être de se dire, ok, comment je les fais ? On n'est pas obligé, nos engagements, de les faire toujours de la même façon. On n'est pas obligé d'être toujours la même personne. Moi, vous venez me voir sur scène à un moment où j'ai mes règles, je ne vais pas être du tout la même personne qu'au moment de mon ovulation. Et vous allez peut-être même avoir l'impression d'avoir 2 conférences très différentes.
pas avec la même énergie, pas avec la même façon d'interagir, pas avec la même façon de dire les choses. Pour autant, je pense que mes confs, elles sont tout aussi bien. Et le truc, c'est d'accepter qu'on va faire nos engagements différemment en fonction de l'énergie dont on dispose. Et de jouer avec ça. Moi, maintenant, j'adore ce truc-là. J'adore voir que du coup, tiens, c'est plutôt une intervention de prise d'élan, donc du moment où j'ai beaucoup d'énergie, ou tiens, c'est plutôt une intervention où j'ai moins d'énergie, et de voir les avantages de chaque situation. Oui, plutôt que d'être justement dans cette société robotisée dont tu parlais, où il faut être performant de la même manière toute la journée, tous les jours de l'année. Et ça va nous pomper énormément d'énergie, parce que pour le coup, c'est ce que j'appelle le point de consigne. Si on croit qu'on doit toujours être à un niveau très linéaire, quand je suis trop up, j'essaye de me descendre pour revenir à mon point de consigne, et quand je suis trop down, j'essaye de me remonter pour revenir à mon point de consigne. Point de consigne par lequel on ne passe jamais dans notre vie vraiment. Et donc en fait, je chéris un idéal qui me demande en permanence de l'énergie. Et du coup, donc tu parlais dans le cycle des règles, c'est vraiment le sujet du jour. Est-ce que tu saurais un peu peut-être expliquer pour les jeunes filles qui nous écoutent, qui n'ont pas encore leurs règles, ou les hommes cisgenres du coup qui n'ont jamais eu leurs règles, qui peuvent pas les avoir et qui comprennent pas du tout de comment on se sent, qu'est-ce que ça provoque, quelles sont les hormones qui sont en jeu, même si évidemment on est toutes différentes et il y a des choses qu'on ressent pas de la même manière. Ah oui, ça c'est clair. C'était la première chose que j'allais dire, allez demander aux personnes, quoi. Enfin, vraiment, parce que c'est très personnel. Il y a des personnes qui me disent, moi, je ne le vois pas passer. Il se passe rien pour moi, je sens pas de diminution d'énergie, et c'est ok, hein. Encore une fois, je ne considère pas qu'il est normal. Non, mais c'est ça aussi le truc. Parce qu'il peut y avoir la dictature de la linéarité, comme il peut y avoir aussi la dictature de la cyclicité. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire « Ah, mais on ne devrait pas faire du sport quand on a nos règles parce qu'on est fatigué, on devrait se reposer. » En fait, tout le monde n'est pas fatigué quand on a nos règles. Tout le monde n'a pas besoin de se reposer quand on a des règles. Et faire du sport, ça peut faire du bien. Et en fait, c'est très personnel. Donc déjà, la première chose, c'est de dire si vous avez des personnes autour de vous et qui ont leurs règles, demandez-leur. Comment tu te sens ? Est-ce que tu sens une baisse d'énergie ou pas ? Par exemple, il peut y avoir une baisse d'énergie, mais une augmentation de la libido. Il peut y avoir... il peut y avoir plein de choses différentes pendant les règles qui se passent. Alors, qu'est-ce qui est normal ? Je pense que c'est ça qui est important de savoir. Qu'est-ce qui est normal ? Oui, c'est une bonne question. C'est, on va avoir donc la paroi intérieure de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, qui va se détacher et sortir. Et donc c'est ça, les règles, donc c'est du sang. C'est en fait tout plein de petits vaisseaux qui s'étaient créés, qui s'étaient développés dans l'endomètre, qui vont partir par le col de l'utérus. Pour qu'elle puisse partir, l'utérus va devoir se contracter. Faire des petites contractions, un petit peu comme on pourrait imaginer une poire de lavement sur laquelle on est obligé d'appuyer pour que ça sorte. Voilà, donc l'utérus est un muscle, donc le myomètre de l'utérus est un muscle, et il va se contracter pour pouvoir faire sortir cet endomètre. Et il fait ça tout seul. Il fait ça tout seul, tout est automatique, on a les bonnes petites hormones qui se déclenchent pour le faire, etc. Et donc, de sentir des petites contractions à l'intérieur, c'est normal. Donc, du coup, c'est ce qui nous permet aussi de dire « Ah tiens, le sang va pas tarder à couler ». Si par exemple, on veut pratiquer le flux libre instinctif, eh bien, c'est ces informations-là, mais c'est subtil. Parce que c'est exactement comme un muscle qui se contracte. Par exemple, quand on manque de magnésium, on a les paupières qui sautent ou des choses comme ça, on va avoir des muscles qui se contractent un peu tout seul, ou notre cœur qui se contracte en automatique. On est d'accord que c'est subtil. On peut effectivement avoir l'information si on se connecte à lui, mais il n'y a pas de douleur. Juste potentiellement une petite gêne. Oui, la paupière, c'est gênant, c'est vrai. Donc ça, c'est normal. Le savoir, c'est normal. Ressentir une petite contraction, c'est normal. Dès lors qu'on part dans les douleurs, ça veut dire que le corps est en train de nous envoyer un signal. Et ce n'est pas normal de souffrir. Et ça, c'est quelque chose que nous, on se tue aussi à répéter. Ouais. On nous apprend bien souvent que d'avoir mal, quand on est une femme, qu'on a ses règles et tout ça, même au cours de sa vie, c'est normal, il faut le minimiser, alors que, effectivement, c'est pas le cas. On ne devrait pas avoir mal, en tout cas. Et en fait, ce qu'on confond, c'est ce que disent les médecins bien souvent. Ils disent, est-ce que ça passe avec un antalgique ? Si ça passe avec un antalgique, pour eux, en fait, l'information, c'est juste que il y a peu de chances que ce soit de l'endométriose. D'accord. Parce qu'en fait, l'endométriose ne cède pas avec un antalgique. Mais est-ce que c'est normal de devoir prendre des antalgiques tous les mois ? Non. Tu vois, la différence, c'est ça. Et comme eux sont dans la recherche de la pathologie, ils vont dire, du coup, c'est normal. Mais non, moi, je martèle que ce n'est pas normal de souffrir, vraiment. Ça veut dire que si ça passe avec un antalgique, mais que tu en as besoin, tu peux avoir une autre problématique, une gêne, quelque chose d'autre à traiter. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a un signal, qu'il y a un truc. Et ça peut être tout bête, les premières choses basiques, manque d'hydratation. C'est un muscle, on vient de le dire.
je suis déshydratée, et ben ce muscle il galère à contracter, donc c'est un peu douloureux. J'avais jamais entendu ça, effectivement, c'est qu'on pouvait, parce qu'on ne boit pas assez d'eau, avoir mal pendant ses règles. Incroyable, personne ne m'avait jamais dit ça. Et c'est vraiment la base, c'est-à-dire que première chose à faire, est-ce que vous buvez suffisamment ? Emmener sa petite gourde avec soi toute la journée, monitorer et essayer d'avoir 1,5 litre dans la journée d'eau qui passe tranquillement tout au long de la journée, de façon à être bien hydraté. Ça déjà, tu vois, c'est vrai que c'est tout bête. Oui, mais c'est... Plutôt que de prendre un médicament, buvez de l'eau. En tout cas, première chose, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose qui peut être super intéressante et à laquelle on ne pense pas, c'est que ça peut être des petites adhérences. C'est-à-dire que le bassin ne bouge pas bien, pour plein de raisons. Petit accident, chute quand on était jeune, il peut y avoir plein de raisons pour que ça ne bouge pas très très bien. Et une petite visite chez l'ostéopathe quand on a des douleurs de règles, par exemple, peut faire que les douleurs passent. Et débloquer des petites choses qui sont autour, en fait. Donc, c'est aller voir un ou une ostéopathe, lui dire que c'est au niveau du bassin, vérifier que cette personne-là est un peu spécialiste de ce sujet-là, en tout cas que c'est un sujet qui lui parle. Sachez qu'il y a des ostéopathes qui sont, moi c'est le cas de la mienne, qui sont vraiment spécialement formés sur la partie autour du bassin. Donc, c'est une formation spécifique, donc ça peut être encore plus génial. Et c'est vrai que c'est dingue, parce que on n'y pense pas beaucoup. Non, c'est vrai. Et qu'en plus, j'ai envie de dire, dans tous les cas, c'est bénéfique. Aller voir un ostéo, voir s'il y a des trucs qui bloquent, etc., ça sera de toute manière bénéfique. Donc j'ai envie de dire, c'est un truc... Alors oui, ça coûte la séance d'ostéopathie, mais derrière, si ça peut éviter de prendre des antalgiques tous les mois, d'être mal et d'avoir le corps qui lutte... Oui, c'est tout bénéf. Ça vaut le coup de dépenser ces 50, 60 euros chez l'ostéopathe. Clairement, donc ça, c'est, tu vois, les 2 premières bases, à mon sens, qu'on dit quasiment jamais. Non, c'est vrai que c'est des choses dont on n'entend jamais parler, même quand on est jeune, qu'on commence à appréhender justement le cycle menstruel, comment ça fonctionne, et en tant que jeune fille, qu'est-ce qu'on doit faire, les protections hygiéniques, ça on nous en parle, mais c'est vrai que moi j'avais jamais entendu parler de ça, et pour autant quand j'étais jeune, j'ai eu mes règles assez tôt, je devais avoir... je sais pas, 11-12 ans, quelque chose comme ça, et j'avais des douleurs, et j'ai eu un traitement, et puis ensuite une pilule pour justement égaliser le cycle, entre guillemets, et personne ne m'avait jamais dit, peut-être que juste tu bois pas assez d'eau, peut-être qu'il y a un petit blocage, quelque chose, quoi, c'est incroyable. Ouais, et puis il y a des trucs pour les jeunes, il faut comprendre ce qui se passe. C'est dingue, aujourd'hui on pirate tout, moi ça me révolte vraiment quand j'entends ce que tu me dis, parce que c'est tellement classique, j'ai vécu la même chose. Oui, on est toutes quasiment, je pense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce muscle, il s'est jamais contracté, l'utérus. Il a jamais eu cette fluctuation d'hormones qui fait qu'à un moment, quand elle chute, il y a des contractions. Et d'un seul coup, on se met à avoir les règles, et donc ce muscle se contracte. Et il a des récepteurs hormonaux pour créer la contraction, mais il s'en est jamais vraiment servi. Donc, au tout début des règles, oui, là, c'est un peu normal que ça puisse faire mal. Oui, comme quand tu utilises un muscle de manière différente pour la première fois, en fait, tout simplement. Ça, moi, je me souviens, mon premier cours de boxe, je suis sortie, j'ignorais totalement que ce muscle existait. Il me le fait savoir. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, il faut savoir que lui, il sait pas trop comment gérer les hormones qui arrivent. Du coup, il se contracte de façon un peu erratique. Il sait pas trop gérer, c'est la première fois qu'il se contracte, etc. Enfin, vraiment, il faut le voir comme un bébé muscle qui reçoit tout plein d'hormones et qui fait wouhou. Et du coup, il va faire des contractions un peu erratiques. Donc oui, les premières règles peuvent, c'est pas toujours le cas, vraiment c'est pas toujours le cas, mais peuvent faire un petit peu mal. C'est le moment de se reposer, de boire beaucoup d'eau, on vient de le voir, et surtout de savoir et d'être informé que c'est ce muscle qui démarre. Donc d'avoir un peu d'empathie pour lui, de prendre soin de soi, mais de pas se dire qu'on va être comme ça jusqu'à la fin de nos cycles. Et le problème, c'est que la plupart des personnes, elles sont pas informées de ça, donc elles ancrent l'information que d'avoir ces règles, ça fait mal. Et puis après, une fois que c'est acquis, tu te dis, ça y est... C'est ça. Moi, je me souviens bien que, par exemple, d'arrêter la pilule pour avoir un enfant la première fois, c'était une source d'angoisse parce que je me suis dit, je vais avoir mal comme il y a plus de 10 ans parce que j'étais pliée en deux le jour de mes règles. Et c'était une vraie appréhension, un vrai stress. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Ça s'est très, très bien passé. Parce qu'en général, on ne devrait pas toucher au cycle dans les 2 premières années. D'accord. Même s'il est douloureux, même si c'est désagréable, on ne devrait pas y toucher. Déjà, il n'y a pas de... Les grands experts de l'endométriose ne posent pas de diagnostic d'endométriose avec les moyens aujourd'hui. Peut-être que ce podcast, dans un an, il sera plus d'actualité parce qu'on aura d'autres moyens. Mais avec les moyens actuels, on ne pose pas de diagnostic d'endométriose avant les 2 premières années du cycle.
parce qu'il peut y avoir des douleurs très violentes qui s'estompent naturellement. Tout simplement parce que le cycle se régule. Et c'est pareil sur la régularité, qu'on arrête de donner la pilule. Vraiment là, je le dis, je ne suis pas médecin, vous pouvez m'attaquer, etc. Mais qu'on arrête de donner la pilule pour réguler le cycle. Déjà, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette raison-là. C'est-à-dire que le médecin fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Ça non plus. Parce que la pilule ne régule pas le cycle. Donc il ne peut pas y avoir une autorisation de mise sur le marché pour un truc faux. La pilule stoppe le cycle. Et quand on a les règles, c'est pas du tout des règles, ce sont des saignements de privation. C'est-à-dire que comme la plaquette de pilule s'arrête, eh bien il y a une chute hormonale qui déclenche une inflammation et qui déclenche des saignements. Et j'avais entendu d'ailleurs que c'était conservé cette période de fausses règles entre guillemets parce que ça rassurait les femmes mais que c'était pas du tout fait. En fait, on peut complètement enchaîner les pilules jusqu'à ce que notre corps le supporte. Souvent, on va se retrouver à un moment à faire du spotting. Donc, mais par exemple, avoir des petites pertes des petites pertes un peu marron et ça va être désagréable. Donc en fait, si c'est le cas, on réarrête pour repartir après. Mais oui, à l'origine, la pilule, en fait, l'idée des règles, c'était pour rassurer le pape. Donc c'était pas pour rassurer les femmes. Ah d'accord, encore mieux, super. À l'origine, c'était parce que les créateurs de la pilule ont espéré que le pape, voyant que les règles étaient maintenues, accepte le principe de ce système en fait de régulation des naissances. Waouh, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Ça n'a pas marché. Effectivement, ça a été conservé parce que beaucoup de femmes sont rassurées par la présence des règles, mais en fait, c'est pas des règles, c'est des saignements de privation. Et oui, on peut complètement enchaîner plusieurs pilules. J'ai envie de dire, c'est l'avantage de la situation. Si on prend la pilule, tant qu'à faire, autant choisir quand est-ce qu'on va avoir les saignements. Et donc ça veut dire que clairement, il faut enchaîner pour les vacances, il faut enchaîner pour les mariages, il faut enchaîner pour les copines, enfin, faut pas hésiter, quoi. Oui, tant qu'à faire, quitte à prendre des hormones, autant que ça serve à quelque chose. Ça serve, clairement. Mais en tout cas, il faut comprendre que donc, ça ne régule pas le cycle, parce que ça continue d'être dit dans certains cabinets médicaux, donc moi ça me fait vraiment bouillir ça bloque le cycle. Et donc pour une jeune qui a un cycle totalement irrégulier, ce qui est normal dans les premières années, vraiment c'est essentiel de le dire, à qui on va bloquer le cycle, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quand elle va arrêter sa pilule, ce développement qui avait été commencé, il a été stoppé. Cette régulation qui avait été commencée, elle va être stoppée. Et donc en fait, au moment où la personne va arrêter la pilule, bien souvent pour essayer d'avoir un enfant, et bien des souvent, années plus tard, voilà, bien souvent on va retrouver un cycle très irrégulier. Oups. Sauf qu'à ce moment-là, on a plutôt besoin d'avoir un cycle régulier qui fonctionne. Mais on avait bloqué le processus, quoi. Et en plus, en faisant ça, alors que, encore une fois, moi la pilule pour des raisons contraceptives, j'ai pas de problème avec. C'est un choix. On doit toutes trouver nos moyens qui nous conviennent. Donc moi, j'ai pas de souci avec la pilule. Mais donner la pilule à un enfant, à une enfant, parce que 11, 12 ans, 13 ans, c'est une enfant, qui n'a pas de vie sexuelle, pour le principe de dire on va réguler son cycle, etc., plutôt que de l'aider à comprendre comment son cycle fonctionne, à repérer ses périodes d'ovulation pour pouvoir prédire ses règles, etc., et être complètement autonome avec son cycle, en faisant ça, on pirate complètement le mécanisme de sa maturation du cycle, qui lui permet d'arriver à un cycle régulier. On ne se donne pas l'opportunité de repérer les maladies. Oui, puisque ça camoufle tout, donc ça masque forcément. Ça masque. Donc en fait, on va avoir un délai de repérage des maladies. Et ce sont, je le rappelle, l'endométriose, le SOPK, c'est des maladies chroniques. Ça veut dire qu'elles sont là pour toute notre vie. Et elles ont plein d'impacts sur notre vie. Et donc si on les camoufle sans même savoir qu'elles existent, on va pas pouvoir mettre toutes les choses préventives en place pour pouvoir faire que ça se passe mieux. Donc vraiment, c'est important pour moi de dire que la pilule, c'est un très bon moyen de contraception et ça peut être celui qu'on choisit. Mais ça ne devrait jamais être le moyen pour réguler un cycle. C'est faux, ça marche pas. Ça régule pas le cycle. Et ça ne devrait jamais être un moyen pour éteindre les symptômes tant qu'on n'a pas trouvé de diagnostic. Une fois le diagnostic fait, par exemple diagnostic d'endométriose, si la pilule est la solution, une fois le diagnostic fait, j'ai pas de problème. Je suis pas médecin, la pilule fait partie de l'arsenal de tout ce qui peut être proposé. On a fait un épisode dessus et effectivement, ça fait partie des choses qui peuvent aider. Et pour moi, il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut un diagnostic. On ne peut pas dire à une jeune... Pour moi, c'est criminel de dire à une jeune de 13-14 ans, on va régler ton problème, je te mets sous pilule. Et on n'a pas posé de mots sur le diagnostic. On l'a pas fait. Et c'est exactement ce que tu dis, elle va se retrouver avec quasiment obligatoirement le même problème à l'arrivée. Oui, on va avoir ça ne change rien. On a le même problème sur l'acné,
parce qu'en fait on va bloquer avec la pilule sans avoir essayé de réguler par ailleurs ce qui pose l'acné, ce qui fait qu'on se retrouve avec des femmes qui veulent avoir un enfant, qui ont une acné invasive et qui remettent en question l'idée même de faire un enfant parce qu'elles ne supportent pas l'acné qu'elles ont, alors que ça aurait pu être régulé à l'adolescence. Voilà, moi je trouve ça criminel, honnêtement je le dis, parce que je trouve ça dingue qu'on puisse aujourd'hui donner une pilule pour d'autres raisons que juste la contraception, ok, ou le diagnostic posé, et à ce moment-là, ça fait partie de l'arsenal. Mais on démarre d'un diagnostic. En tout cas, je sais pas si c'est encore autant le cas aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, je peux te le dire, il n'y a pas que moi, hein, toutes mes copines, on est quasiment toutes passées par là, à commencer la pilule à 13-14 ans, alors que la vie sexuelle a démarré quelques années, voire bien plus tard pour d'autres. C'est ça, l'âge moyen des premières règles, c'est 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans. 12 ans et demi même, pardon. Et l'âge moyen des premières relations sexuelles, c'est 17 ans. Ça veut dire qu'on aurait 5 ans pour comprendre son cycle, le laisser se réguler et faire des diagnostics si on a besoin, avant d'avoir besoin de toucher d'un point de vue hormonal. C'est criminel de ne pas utiliser ces 5 ans, vraiment, moi ça me révolte. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce truc de on passe sous silence, on met de côté plutôt que d'essayer de comprendre et d'apprendre aux jeunes filles ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Là, tu nous parlais des petites douleurs, effectivement, qu'on peut traiter avec en buvant, avec de l'ostéopathie et le temps aussi que le cycle se mette en place. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont pas normales, justement ? Qu'est-ce qui doit nous alerter quand on a des douleurs de règles ou que justement le cycle se passe mal ? Donc déjà, la première chose, c'est que si on a des douleurs, même si on va pas forcément être bien accueilli, bien reçu, c'est important d'aller voir un médecin pour en parler. Alors ça peut être médecin ou sage-femme. Et trouver la bonne personne. Alors justement, en parlant de bonne personne, on pense tout de suite gynécologue, etc. Et finalement, les gynécologues, ils voient énormément de pathologies au quotidien, de problématiques un peu graves, etc. Et donc, ce qui peut être intéressant, alors il y a des gynécologues très très bien, vraiment. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de médecins généralistes qui font aussi de la gynécologie et qui peuvent aussi accompagner, prescrire les examens nécessaires, etc. Donc, on peut demander à son médecin généraliste. Moi, c'est le cas, par exemple, ma médecin généraliste. Elle fait les frottis, elle fait l'accompagnement et elle peut me prescrire de différents examens. Donc ça peut être intéressant. Les sages-femmes, on les oublie, mais elles prennent souvent plus de temps. Elles, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes sages-femmes, elles prennent souvent plus de temps, ont cette notion d'accompagnement souvent et de pédagogie, d'explication. Pour l'avoir expérimenté, et le gynécologue et la sage-femme, je trouve que c'est un peu plus chaleureux. Il y a un peu une sensation de je suis face à quelqu'un qui me comprend mieux, qui est plus dans l'empathie et dans l'écoute. Mais après, ça c'est personnel, effectivement. Mais c'est aussi que les sages-femmes, elles sont formées, je dis elles, on va dire que le nombre l'emporte. Donc, oui, elles sont formées à la physiologie du cycle, alors que les médecins sont formés aux pathologies. Et donc, commencer par aller voir comment ça fonctionne chez moi par quelqu'un qui est formé à la physiologie du cycle est finalement une super idée. Et c'est l'occasion de poser toutes ces questions. Comment ça fonctionne ? J'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et prendre ce temps-là, vraiment de poser toutes ces questions, quoi. Et de faire les recherches nécessaires, les examens s'il y en a besoin, etc. Il faut savoir pour les toutes jeunes, par exemple, qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un examen invasif, c'est-à-dire en entrant par le vagin avec un instrument. Pas nécessairement. Il y a plein d'autres examens qu'on peut faire sans avoir besoin de ça. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir une sage-femme ou un médecin et à dire moi je ne souhaite pas d'être examinée, et dans la plupart des cas ça pose pas de problème, et j'ai envie de dire si ça pose un problème contre votre volonté, partez en courant et sans payer. Et c'est ce qu'on répète très souvent, effectivement, que à tout moment on peut dire non, à tout moment on peut arrêter un examen si ça ne nous convient pas, et que effectivement il faut se sentir bien, se sentir à l'aise et arrêter justement de se dire c'est le médecin, c'est lui qui sait, ça me convient pas, mais il doit avoir raison, j'accepte, alors que c'est notre corps. Et ça, c'est vraiment un message sur lequel on se bat aussi, parce qu'on l'a presque toutes vécu, malheureusement, de se retrouver dans des situations où, par exemple, tu te fais ausculter et tu dois te mettre toute nue alors que c'est pas nécessaire, on te demande pas ton avis avant justement qu'il y ait un frottis qui soit fait ou des choses comme ça, et ça n'est pas normal. Donc effectivement, une fois qu'on a vu un médecin, une sage-femme qui nous dit finalement, il n'y a rien, vous avez des dysménorrhées, mais inexpliquées. Donc dysménorrhées, c'est des douleurs de règles, d'accord, mais qui sont inexpliquées. Donc en fait, en gros, quand on en arrive là, c'est un peu, on peut plus rien faire pour vous. D'accord ? Du côté médical. Ouais, mais c'est là où c'est important, c'est de dire, ok, les médecins, le côté médical ne peut plus rien faire pour nous parce qu'ils n'ont pas d'arsenal
qui va bien. Et donc là, c'est là où il va y avoir la proposition de la pilule, mais qui va couper la tête du messager. Alors que s'il y a des douleurs, c'est qu'il y a une problématique à régler. Et c'est là où, quelque part, moi, j'invite vraiment les parcours coordonnés entre des médecins et des approches complémentaires, parce que c'est là où on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs. Et dans le qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs, il va y avoir plein de pistes possibles. Je vais te donner les principales. On ne pourra pas les explorer là ce matin ensemble, mais je vais te donner les principales. Déjà, le stress peut être générateur d'un différentiel hormonal qui peut créer des douleurs. L'inflammation du corps. C'est-à-dire que le moment des règles, c'est une période inflammatoire au niveau de l'utérus. Si le corps est déjà inflammé globalement par le type d'alimentation, par le stress, on vient de le dire, par aussi la façon dont on bouge dans la journée, si on est trop sédentaire par exemple, ou des choses comme ça, tout ça va créer de l'inflammation et de la congestion. Et c'est l'inflammation et la congestion qui sont à l'origine des douleurs inexpliquées, encore une fois. Puisque les douleurs d'endométriose, c'est autre chose. Oui, c'est vraiment, on parle vraiment voilà. de... Il n'y a rien médicalement qui justifie ces douleurs, ça vient d'autre chose. C'est toujours la congestion, soit, où, effectivement, on le disait tout à l'heure, d'un point de vue des adhérences ou des choses comme ça, c'est-à-dire que ça ne bouge pas bien, c'est congestionné, où il y a de l'inflammation. C'est ça qui se passe, en fait. Et donc, là, avec les approches complémentaires, et nous, c'est ce qu'on propose dans Kiffe ton cycle, on a par exemple un programme qui s'appelle Kiffe tes règles sans douleur. C'est une fois que, clairement, on a vu avec les médecins que le médecin disait, ou la sage-femme disait, je ne peux rien faire pour vous. Là, on arrive dans le, ok, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous? Et là, il y a plein de trucs à explorer. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut explorer. Donc, on a vu les toutes premières avec les douleurs, et puis, le boire et l'ostéopathie. Mais après, il y a encore une fois son alimentation, sa façon de bouger, sa vie au quotidien. Il y a plein de trucs qu'on peut explorer. Et là, c'est intéressant d'être accompagné pour l'explorer. C'est un peu rassurant ce que tu dis aussi, c'est de se dire en fait il y a des solutions qui sont autres que prendre des médicaments, que voilà d'aller chez le médecin et de se dire ça y est c'est pas normal, avoir une bonne hygiène de vie. Là, en fait finalement c'est un peu des trucs de base, mais plus tu bouges, mieux tu manges et plus tu t'hydrates et plus tu as de chances aussi que tout se passe bien si t'as pas de pathologie. C'est exactement ça. Et j'ai envie de dire en plus si on a fait tout ça et que ça perdure et voir ça s'empire, etc., on aura encore plus de force pour aller voir ensuite peut-être un autre médecin, parce que ça veut dire que le premier n'avait pas forcément, ou retourner voir le premier ou la sage-femme, pour dire non, mais là, en fait, vous allez me trouver le diagnostic, parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté. Les douleurs perdurent, ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous le voyez peut-être pas. Parce que c'est ça le problème, hein. Par exemple, l'endométriose, aujourd'hui, on n'a pas d'examen qui dit à coup sûr que vous n'en avez pas. Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même un IRM, on peut ne pas voir les lésions d'endométriose, et elle peut être là. De toute façon, il y a énormément de progrès à faire en médecine et en recherche dès que ça touche les femmes essentiellement. Ça, c'est quelque chose qui est pareil redondant. Voilà, mais moi, mon souhait, c'est qu'on arrête d'abandonner les femmes avec les petites pilules magiques qu'on voit à la télé qui disent « Ah, pendant vos règles, non, c'est pas normal d'avoir besoin d'en prendre. » Donc on arrête de les abandonner sur ce chemin-là et qu'on les soutienne en leur disant « C'est pas normal ». Mais oui, tu as aussi une part de responsabilité. Alors, c'est une part de responsabilité relative parce qu'elle est liée effectivement à nos modes de vie actuels. Et au fait qu'on ne sache pas comment fonctionne nos corps. Complètement. Donc, c'est une part de responsabilité relative. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tous ces éléments qu'on va mettre en place dans notre vie pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux au niveau du bassin et des douleurs de règles vont finalement faire en sorte qu'on soit en meilleure santé dans toute notre vie. Donc, tout ça est très positif. C'est comme si on avait une petite lumière rouge qui s'allume avec les douleurs. Mais en fait, qui nous dit juste, c'est un lanceur d'alerte qui nous dit juste « Hey, ton corps va pas bien ». Et si on arrive à trouver ce qui fait que on s'éloigne de ces douleurs-là, ça veut dire que en fait, notre corps va mieux. Et ce qui est génial, c'est qu'après, cette lumière rouge, si elle se réallume dans notre vie, on pourra dire « Hey, peut-être que j'ai laissé partir un truc en cacahuète ». Bon, c'est positif, du coup, ça veut dire qu'effectivement, il existe des solutions et que en se tournant vers les bons professionnels, les bonnes personnes, on peut les trouver. Mais ça implique, comme tu disais, d'être à l'écoute. Le problème, moi, que je vois souvent, c'est que c'est encore tabou, les règles. C'est vraiment quelque chose, c'est typiquement quand on a ses règles, on le dit pas, on va aux toilettes un petit peu en cachette parce qu'on a presque honte. Avoir une tache, c'est presque la pire chose qui puisse nous arriver. Est-ce que déjà, toi qui es vraiment bercé là-dedans, tu vois une évolution de la société et est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce que c'est tabou comme ça? Alors, l'évolution, oui. Très clairement, moi, je suis ultra optimiste par rapport à ça parce que quand j'ai commencé Kiffe ton cycle il y a 7 ans maintenant, vraiment, tout le monde frisait du nez quand je disais ce que je faisais. Ah oui. J'ai même un mentor et ami qui m'a dit « Mais ça pue ton truc, Gaëlle !»
Ah oui, carrément, d'accord. On en était là à cette époque-là. Et clairement, aujourd'hui, les gens, quand je parle de ce que je fais, ils font « Ah ouais, c'est génial et tout ». Donc déjà, clairement, il y a un changement. C'est drôle, là, hier, c'est la première fois qu'il y avait un commentaire sous une de mes vidéos sur Instagram qui disait cringe. Alors, je suis allée chercher ce que ça voulait dire. En gros, ça veut dire gênant, quoi. Oui. Mais c'est la première fois que ça arrive. D'accord. Donc, c'est intéressant. On a quand même il y a plus de 50 000 followers, je crois, sur TikTok, plus de 35 000 sur Insta. Et c'est la première fois que ça arrive. Et ce que je vois, moi, beaucoup, c'est que finalement, la parole se libère. Les jeunes me disent, quand on va dans les établissements, notamment les établissements supérieurs, mais même en lycée, ils me disent si, mais nous, on en parle avec nos copines. Et on en parle aussi avec nos copains. Et on leur dit. Et en fait, donc déjà, ça, c'est en train de bien sauter. Après, moi, j'aime bien dire que le tabou, c'est un consensus social de silence. Ça veut dire que toi, moi, et toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, si elles veulent faire exploser le tabou, le meilleur moyen, c'est d'en parler. Ce consensus, il va sauter. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, il n'y a personne qui a édicté une loi. Il n'y a personne qui a dit... Peut-être qu'à certaines époques, il y a eu des lois, entre guillemets, qui disaient ça, c'est tabou, etc. Mais déjà, c'est un consensus social de silence. Donc vraiment, chacun peut décider de dire, pour moi, du coup, je n'accepte plus ce truc-là. Moi, je le dis. Et oui, effectivement, les premières fois qu'on le dit, j'ai mes règles en famille ou en public, etc. Moi, ça se disait pas trop dans ma famille, pas comme ça en tout cas. Oui, ça fait un peu étrange. Et puis en fait, on voit que les personnes, ah ouais, mais c'est pas bête, parce qu'en fait, elle nous l'a dit, mais du coup, ça se passe super bien depuis qu'elle nous l'a dit. C'est ça aussi. Et puis t'es gênée d'un truc que plus de la moitié de la population vit en fait aussi. Alors moi, je vais même plus loin que toi. Tu sais qu'il y a quand même 100% de la population qui est née de ce phénomène. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui serait présent s'il n'y avait pas le cycle menstruel. Donc à un moment, on va se le dire. Moi, je veux bien. On parle toujours de 50% de la population, mais en fait, c'est 100% de la population qui est née grâce à ce phénomène. Donc à nous de choisir d'en parler. Maintenant, voilà, les jeunes, avec les réseaux sociaux et tout, ça bouge de plus en plus, et ça, c'est génial, ça avance. Les hommes sont intéressés. Les hommes viennent en conférence, se renseignent, demandent des ressources. J'ai des papas qui m'écrivent de plus en plus parce qu'il y a effectivement des familles recomposées ou des familles décomposées ou des familles même monoparentales. Et donc j'ai des papas qui m'écrivent régulièrement, qu'est-ce que je peux faire pour ma fille, j'aimerais bien lui expliquer, ma femme a de l'endométriose, elle a peur de lui en parler parce qu'elle voudrait pas lui passer la peur des douleurs. Et du coup, est-ce que moi je peux faire quelque chose ? Mais ouais, bien sûr. Ça c'est génial. Bien sûr. Moi je suis super émue à chaque fois que je vois ça, mais de plus en plus il y a ça. Donc déjà, voilà, la bonne nouvelle c'est que ça passe. Ça devrait être de mieux en mieux, puisque si les jeunes aujourd'hui et moins jeunes commencent à vraiment en parler et que les hommes s'intéressent, ça veut dire que nos enfants et ceux d'après, ce sera normal en fait. C'est ça. Et puis après, nous on a notre responsabilité en tant qu'adultes qui accompagnons des jeunes, de la façon dont on leur parle des choses aussi. Parce que qu'est-ce qui va faire perdurer ce tabou et cette honte ? Parce que moi je vais plus loin que le tabou. Sur le tabou, bon d'accord, c'est le silence. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache ? Il se cache la honte, c'est ce que tu disais. La honte de la tâche. Ça, quand j'étais au collège notamment, c'était vraiment le truc horrible quoi. Bien sûr, mais si on pouvait se dire très naturellement entre nous, tiens, tu peux regarder exactement comme quand on a mangé du chocolat, quand on a une copine, est-ce que j'en ai un peu là ? Si on pouvait très naturellement dire à nos copains comme à nos copines, tiens, tu peux regarder, j'ai mes règles, j'ai peur que ça ait débordé, ça serait tellement mieux. Oui, et puis de se dire, ça a débordé en fait. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, je laverai mon pantalon en rentrant chez moi. C'est ça, et voilà. D'apprendre à laver aussi, d'apprendre à avoir sur soi peut-être quelque chose qui peut dépanner une copine ou qui peut se dépanner soi. Moi, je vois de plus en plus de garçons qui prennent dans leur sac au lycée des protections périodiques à leur maman pour pouvoir les donner aux copines s'il y a besoin. Je trouve ça génial, encourageons ça. Vraiment, quoi. Faisons en sorte que ce soit facile dans la rue ou à n'importe quel endroit. Tiens, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'étais dégoûtée parce que j'avais rien sur moi. À la piscine, une petite jeune qui est venue me voir en me disant « Est-ce que vous auriez un tampon ?» J'étais super triste pour elle, mais là, j'en avais pas. Mais ouais, qu'on en ait. Que ça soit comme tu sors, tu te promènes avec un préservatif, par exemple, pour éviter un rapport non protégé, tu mets une serviette, un tampon, quelque chose dans ton sac, quoi. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que dans les piscines, il n'y a pas des distributeurs, quoi. Honnêtement. C'est tellement l'endroit où on peut être super embêté avec ça.
il devrait y avoir des distributeurs de tampons, quoi. Tu vois, enfin bon, bref, ça c'est encore un autre... C'est encore un autre débat. Mais d'ailleurs, c'est un sujet que je voulais aussi qu'on aborde ensemble. Donc tu disais que la société évolue et c'est super bien. Et il me semble que dans certaines entreprises, par exemple, le congé menstruel peut être mis en place. Et pour avoir discuté avec des personnes qui ont vécu aussi à l'étranger, dans certains pays, tu as justement des protections périodiques qui sont disponibles gratuitement, notamment dans les toilettes des bars. Ça aussi, ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens finalement. Ah mais complètement, mais par contre moi ce que je comprends pas c'est qu'on avance aussi peu rapidement sur le sujet. Alors moi t'as mis 2 trucs, hein. On va déjà mettre les protections périodiques et ensuite on ira voir le congé menstruel. Mais les protections périodiques, il y a 7 ans, chez Facebook France, dans les toilettes, quand tu allais à une réunion chez Facebook, tu ouvrais les toilettes et dans les toilettes il y avait un tiroir avec des protections périodiques. C'était il y a 7 ans. Moi, dans ma tête, je me suis dit, yes, oui, ça incroyable, commence. C'est génial, ça a passé depuis. J'ai halluciné. Je trouve ça délirant. À l'Assemblée nationale, je les ai interpellés, j'y suis allée il n'y a pas longtemps. À l'Assemblée nationale, ils ont des coffrets sous les toilettes des femmes. Je me suis dit, génial, ils ont mis des protections. Tu vois, on ne peut pas les ouvrir. C'est de la déco, super, merci. Mais je me suis dit, mais n'importe quoi. Mais vraiment qu'on rende ça has-been. Vraiment qu'on rende ça has-been, que dans les entreprises, il n'y ait pas de protection à disposition, quoi. Que ça soit une norme. Enfin, qu'on puisse dire... En plus, toute la Gen Z là, qui impose ses règles aux entreprises, et je trouve ça génial et positif quand je dis ça, demandez en entretien. Est-ce qu'il y a des protections disponibles tu vois, demandez. Mais que ce soit presque la honte de ne pas fournir ce genre de choses à tes salariés, quoi. Mais moi, je considère qu'il faut que ça devienne la honte, quoi. Il faut que ça devienne vraiment has-been. C'est la boîte à papa, quoi, qui fournit pas les protections. Non, mais sérieux, on est où dans ce monde qui fournit pas de protection périodique aux femmes ? Oui, parce qu'au-delà du coût que ça engendre et qu'il faut pouvoir assumer, c'est aussi de se dire ça peut arriver n'importe quand, tu peux être pris au dépourvu et on devrait pouvoir dire à voix haute, est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a un tampon, une serviette, quelque chose pour moi, parce que c'est la galère. C'est comme quand tu demandes à ton mec d'aller t'acheter des tampons ou des serviettes et qu'il est complètement perdu parce qu'il y a beaucoup de choix et parce que les mecs sont pas du tout formés à ça, quoi. Ça fait partie des choses où ça devrait être normal, en fait. Comme t'es un père, t'es impliqué, tu sais quelle taille de couche fait ton bébé. Alors c'est pas toujours le cas, mais bon, disons que de plus en plus, ça fait partie des choses de base, savoir de quelle protection ta femme elle a besoin, d'avoir ces informations-là qui sont quand même essentielles. Ouais, et puis moi je trouve que ça devrait être multilisé dans la société. On vient de le dire, 100% de la population vient de ce phénomène. C'est vécu par 50% de la population qui, en plus, est plus paupérisée, a plus de difficultés financières que l'autre 50% de la population. Et en fait, on se retrouve avec un truc qui est sur le budget exclusif des femmes, des jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui disent, qui sont en précarité, donc la précarité menstruelle, qui sont en précarité et qui vont choisir d'avoir des systèmes comme mettre du papier toilette ou des choses comme ça, et donc un inconfort total parce qu'elles n'ont pas les moyens. Moi, je trouve ça, mais on marche sur la tête, vraiment. Et oui, moi, je considère que les protections, elles devraient être gratuites pour tout. Mais le papier toilette, il est partout. Enfin, je veux dire, quelle est la différence ? La seule différence, c'est que le papier toilette, il est utilisé par ces messieurs. Non, mais c'est ça. Et qu'en fait, comme les protections périodiques ne sont pas utilisées par ces messieurs, eh bien, on considère que c'est normal. Si messieurs avaient besoin de protection périodique, ça fait bien longtemps qu'on en aurait à disposition partout. C'est ce qu'on se dit souvent, même pour les pathologies, si ça touchait les hommes, probablement que tout serait déjà réglé, qu'il y aurait des traitements et tout ça. On est sur un truc qui est aberrant, et donc oui, moi je considère qu'il devrait y en avoir partout, dans les bars, tout ça, et qu'on devrait effectivement, c'est exactement comme le papier toilette, en fait, vous mettez à disposition du papier toilette, vous mettez à disposition des protections périodiques. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir un choix incroyable, t'as quelques serviettes, quelques tampons et basta, voilà. Encore une fois, on est sur du dépannage, je veux dire, globalement, on a plutôt nos outils à la maison, on a ce qu'il faut, et puis pour la protection, pour la précarité menstruelle, d'avoir ce qu'il faut, des moyens de répondre à ça, pour qu'on n'ait plus jamais une jeune fille en France qui dise « Ah bah oui, moi j'ai mis du papier toilette parce que je pouvais pas faire autrement. » C'est horrible. Et du coup, pour revenir sur la partie congé menstruel, alors ça, c'est des choses dont j'ai entendu parler. Moi, ça fait longtemps que je travaille à mon compte, donc je ne suis plus en entreprise. Mais je ne sais pas du tout dans quelle proportion c'est appliqué, comment ça se passe. Parce que pareil, si t'es gêné de dire que t'as tes règles, comment tu poses un congé menstruel, quoi ? Est-ce que c'est une chose qui est due et tout ça, quoi ? C'est une très bonne question. Quand il y a le tabou, comment on fait pour poser un congé menstruel ? Le congé menstruel, c'est quelque part une forme d'hérésie. Parce que c'est quoi ? Si on est malade au point de ne pas pouvoir aller travailler, ça veut dire que on a une maladie.
Or, en France, on a un système qui s'appelle la sécurité sociale, qui, normalement, permet aux personnes malades de ne pas être impactées et d'avoir une mutualisation des problématiques de santé. Donc, de quoi on manque aujourd'hui? D'un arsenal qui permette de répondre aux maladies chroniques du cycle, qui reviennent très régulièrement, comme l'endométriose et d'autres maladies, la congestion pelvienne ou d'autres problématiques comme ça, qui sont pour le coup des maladies qui doivent être accompagnées. Et effectivement, aujourd'hui, même les personnes qui ont ces maladies-là perdent un jour de carence tous les mois, ou 2 jours si elles ont besoin de s'arrêter, ou plus pour certaines, ce qui n'est pas normal. Donc là, c'est une réforme de l'assurance maladie. Mais pour les maladies chroniques. Et ça marcherait pour toutes les maladies chroniques. Je veux dire, quand on a une sclérose en plaques ou quand on a d'autres problématiques, une polyarthrite rhumatoïde ou que sais-je, on peut avoir ces mêmes problématiques qui reviennent de façon récurrente. On doit régler le problème de ces personnes-là qui perdent régulièrement des jours de carence. Donc là, rien à voir effectivement avec le côté menstruel, on est sur la maladie. Et ensuite, on a les dysménorrhées. Donc effectivement, on n'a pas la maladie, on ne l'a pas identifiée, etc. Mais la personne se retrouve souffrante. Et là, yes, super. L'idée de faire un congé menstruel, pourquoi pas? Seulement, dans ces cas-là, de la même façon, il revient quand même dans le domaine de la santé. Il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises qui disent « Ah bah oui, moi j'en fais un, bah non, moi j'en fais pas, etc. » On est dans la question de la santé. Elle est capable ou elle n'est pas capable d'aller travailler. Et donc, dans ces cas-là, on crée un nouveau véhicule de santé dans notre joyeuse assurance maladie, de façon à accompagner les personnes qui vivent ça. Et si c'est le cas, alors, moi, je demande qu'on ait des objectifs de sortie de ce dispositif. C'est-à-dire, tu rentres dans le dispositif parce que clairement, tu as 1 ou 2 jours par mois où tu n'es pas en état d'aller travailler. On n'a pas diagnostiqué de maladie chronique. Donc l'objectif, ça va être de t'accompagner pour que tu n'aies plus besoin de ce dispositif. Pas juste de te laisser sur ton canapé et te reposer. Sans régler ton problème. Parce qu'en fait, si tu fais ça, ça veut dire que c'est le problème jusqu'à la ménopause. Ça fait quoi en termes d'évolution de carrière? Imagine quand tu dois changer de service et que la personne, elle sait que tu es absente 1 ou 2 jours par mois. Bah, même si t'as pas le droit et que personne te le dira, ça va te freiner forcément. Mais bien sûr, c'est potentiellement plusieurs années cumulées à la fin de jours de travail, plusieurs années de perdu de carrière. Et en plus, plusieurs freins, effectivement, avec des hiérarchies qui vont dire « Bah non, elle me saoule avec son truc. » Tu vois? Donc tout ça, ça doit être accompagné. Et on peut pas dire... Alors c'est génial pour les entreprises précurseurs qui le mettent en place, parce que c'est des entreprises militantes. Donc on sait que ça va être bien fait dans ces boîtes-là. Mais on ne peut pas dire aux entreprises, bah, débrouillez-vous avec, vous avez le droit de faire le congé menstruel. Ça doit absolument être réintégré dans notre arsenal de santé. Et il y a une proposition de loi qui actuellement est sur la table à l'Assemblée, à laquelle j'ai aussi participé aux échanges pour pouvoir aider à la mettre en place. Et j'espère qu'elle va passer, mais il faut savoir qu'une proposition de loi ne passe pas forcément en débat. Ah oui, et pourquoi? Et bah parce que, donc ça j'ai une grande découverte, il y a plein de propositions de loi qui sont passées, puis poum, elles passent pas en débat, parce qu'en fait il faut qu'à un moment, ils décident de le mettre à l'agenda de l'Assemblée. Et donc pour ça, il faut qu'on fasse suffisamment de bruit. Oui, c'est toujours le même problème. Donc faisons du bruit, réclamons le congé menstruel, mais réclamons-le au niveau national et pas à nos entreprises. C'est pas normal que ça revienne au niveau privé, parce que déjà ça veut dire que ça va vous bloquer dans une entreprise si vous en avez besoin, parce qu'une autre le fera peut-être pas. Ça veut dire que ça va créer des différentiels d'avancement et peut-être des différentiels de salaire, parce que quoi qu'on en dise, une entreprise elle a besoin d'être lucrative, et donc si un salarié rapporte moins, à un moment ça va peser sur sa carrière. Oui, c'est toujours pas normal que les femmes pâtissent de ce genre de choses, alors que on n'y est pour rien. Donc ce projet de loi là qui est déjà à l'Assemblée nationale, faisons en sorte qu'il émerge et qu'il soit mis au vote et qu'il passe. Parce qu'on en a besoin, clairement, on a besoin de faire quelque chose. Il ne faudrait pas ignorer que beaucoup de femmes souffrent et qu'elles auraient besoin d'un arsenal qui leur permette d'aller mieux globalement. Mais voilà, tu vois un peu toutes les subtilités. Ouais, c'est pour ça que de dire... C'est pas si simple. Et par exemple, j'attire vraiment votre attention sur des entreprises qui sont en train de faire du period washing. Le period washing, c'est la même chose que le grid washing à la grande époque. Je connaissais pas ce terme, le period washing. Donc c'est la même chose que le greenwashing à la grande époque de l'écologie. Eh bien le period washing, c'est je me paye de la publicité à pas cher en faisant des mesurettes ridicules
qui derrière sont annoncés dans tous les médias parce que c'est super à la mode de faire des trucs pour les femmes. Et donc on a par exemple notre très grande enseigne de grands magasins Carrefour qui s'est fait un magnifique period washing en annonçant le congé menstruel, etc. Sauf qu'en fait elle le donne à qui, le congé menstruel? Aux femmes qui ont de l'endométriose et qui sont reconnues en qualité de travailleuses handicapées pour la raison de l'endométriose. Oui, donc comme tu disais, qui rentre dans un cadre et un accompagnement qui n'a rien à voir. Et puis c'est du bullshit, c'est combien de personnes qui sont reconnues en qualité de travailleuses handicapées sur le nombre de personnes qui même ont de l'endométriose, et sur le nombre de dysménorrhées, j'en parle même pas. On est sur du bullshit total. Je pense qu'un matin, ils se sont levés en disant « Ah, on va faire un truc à pas cher, on va faire un communiqué de presse ». Et du coup, c'est repris partout. C'est repris partout. Et c'est passé partout. Et ça me révolte. Donc oui, il faut des actions plus concrètes, comme tu disais. Et il y a des choses en cours, mais on n'est pas encore arrivé et il faut faire du bruit. Voilà. Et si les entreprises précurseurs veulent l'être, mais génial, mais faites-le bien, quoi. Mais non, mais sinon on vous voit. Enfin, vraiment, on vous voit. Arrêtez de croire qu'on vous voit pas. On vous voit. Du coup, on est presque à la fin de cet épisode, Gaëlle. Je voudrais juste qu'on passe, si c'est bon pour toi, à la partie des idées reçues sur les règles, qu'on a déjà déblayé beaucoup le sujet, mais on a pu noter quelques petites choses, quelques petites phrases, des petites idées qu'on peut avoir, et on voudrait voir avec toi si c'est vrai ou si c'est faux. Donc la première, c'est que les règles sont sales. C'est faux. Non, j'ai senti que tu étais surprise. Non, c'est un classique. Non, en fait, je suis surprise parce que c'est faux, mais je veux dire, à un moment, oui, quand c'est dans ma culotte, ça fait une tache. Donc, en fait, ça dépend de la définition qu'on met derrière le mot sale. En fait, je pense que ce que les gens entendent, c'est que ce sang-là serait plus sale qu'un autre sang. Par exemple, que saigner du nez, ce serait... Voilà. Mais voilà, tu vois, c'est ça le truc. Parce que je me dis, oui, mais en fait, quand je me gratte la manche et que je saigne sur mon bras et que ça coule sur ma manche, je considère que mon vêtement est sale. Et c'est pas faux. Donc tu vois, c'est là où je veux mettre un peu de subtilité. C'est pas faux que quand notre culotte est tachée, elle est sale, tu vois. Évidemment. Mais clairement, en fait, non, c'est clairement pas sale du tout, dans le sens où ce n'est pas impropre. C'est pas un problème. Par exemple, si vous avez du sang des règles sur vos doigts, c'est pas un problème. Et à la limite, je vais aller jusqu'au bout pour dire clairement les choses. Si vous avez des urines sur vos doigts, c'est pas non plus un problème, parce que c'est assez aseptique. Alors que si on a par exemple des matières fécales sur nos doigts, va falloir, c'est beaucoup plus rempli de plein de bactéries que, tu vois, si on essaye de mettre la gradation, on a les urines, ensuite on a les règles, ensuite on a les matières fécales. Et c'est plus problématique en proportion d'avoir des matières fécales qui sont remplies de bactéries et qui sont remplies de déchets, que le sang des règles qui n'est pas un déchet en soi. Enfin, c'est pas rempli de déchets, c'est pas pour que le corps on dit souvent que c'est pour enlever les toxines, etc. du corps. C'est faux. Ce sang, il était là pour permettre une grossesse et pour nourrir un embryon sur les premiers mois de la grossesse. Donc, je veux dire, c'est pas chargé de toxines. Faut arrêter avec ce délire-là. Non, mais ça fait partie des choses qui sont beaucoup véhiculées. C'est faux. Autant dans les matières fécales, c'est clairement tout ce qui est toxique pour le corps qui est évacué. Donc là, on peut retrouver pas mal de choses dedans. Autant dans le sang, des règles, non, puisque en fait, c'était ce petit nid pour un potentiel enfant qui devait nourrir un embryon qui se desquame en fait. Alors la deuxième idée reçue, c'est que lorsque on a ces règles, donc par exemple là aujourd'hui j'ai mes règles, j'ai du sang qui coule, on ne peut pas tomber enceinte. Ah ouais, alors ça c'est hyper important de dire que oui, on peut vraiment démarrer une grossesse alors qu'on a ses règles. Donc cette idée reçue est fausse en fait. Ouais, c'est faux. Oui, c'est important de dire que c'est faux. Non, c'est super important de dire que c'est faux, pour plein de raisons que je pourrais expliquer, mais en fait, déjà, il faut savoir que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 à 7 jours dans une glaire fertile. Donc si on ovule assez tôt dans notre cycle, parce qu'il faut arrêter avec l'ovulation au 14e jour, c'était peut-être dans tes idées reçues aussi, je sais pas. Mais... Non, ça l'était pas, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on nous apprend, c'est 14 jours et c'est tout. Faut arrêter. En plus, j'ai encore entendu un médecin le dire sur un truc de grande écoute hier, ça me sort par les yeux. Et on peut tout à fait ovuler au 6e, 7e jour en fonction de notre cycle à ce moment-là. Et donc, en fait, déjà, on peut ovuler tôt. Les spermatozoïdes peuvent vivre assez longtemps dans une glaire fertile. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, très peu de personnes savent reconnaître si elles ont vraiment des règles ou si elles ont juste un saignement, ce qu'on appelle intercalaire. C'est-à-dire les règles, ça veut dire qu'il y a eu une ovulation validée avant, puis j'ai vraiment mes règles. Et puis ensuite, on redémarre dans un processus d'ovulation. On peut très bien avoir des saignements, par exemple, tous les 28 jours, par exemple, et que pour autant, il n'y ait pas d'ovulation. Et donc, à ce moment-là, l'ovulation peut intervenir à n'importe quel moment, même pendant ces saignements.
Donc vraiment, considérer que les règles, c'est une zone de protection. Il y a énormément d'avortements qui sont liés à des rapports pendant les règles. Donc vraiment, il ne faut pas considérer que c'est une zone safe. Faut pacifier. Non, faut pacifier. Et tiens, justement, tu parlais des 28 jours du cycle, c'était notre troisième idée reçue. Un cycle menstruel dure forcément 28 jours. Alors, pour 13% des personnes menstruées. Waouh, d'accord. Donc c'est totalement faux. Donc en fait, 13%, on est quand même loin même de la majorité, parce que souvent on dit oui, mais c'est la majorité, etc. Non, et c'est même pas la vraie moyenne. Donc c'est même pas la moyenne, parce qu'en fait, c'est une moyenne pratique. 28 jours, c'est 4 semaines, machin, etc. Ah oui, d'accord. Mais en fait, quand on regarde les vraies moyennes, notamment grâce à des applications utilisées par énormément de personnes, et en plus, ces applications, elles sont biaisées parce que beaucoup de personnes les utilisent alors qu'elles sont sous pilule, juste pour se souvenir de la date de leurs règles. Et donc, effectivement, sous pilule, ça fait 28 jours, puisqu'on arrête la pilule, oui, logique. donc ça déclenche. Et encore, même sous pilule, on peut avoir des petites variations, parce que ça peut déclencher 1 ou 2 jours plus tard, etc. Mais il faut savoir, donc déjà c'est biaisé, mais malgré ce biais lié à la pilule, il faut savoir que ça fait même pas la moyenne 28 jours. C'est plus ou c'est moins les moyennes ? C'est drôle, ça change de pays en pays. Ah d'accord. Ouais. Donc il y a une publication, je l'ai plus en tête et je suis pas très bonne avec les chiffres, donc je veux pas dire de bêtises. Il y a une publication comme ça qui s'est amusée, elle a regardé pays par pays les moyennes et elles sont variables en fait en fonction des continents, donc c'est assez drôle. Mais c'est pas grand chose, mais on est autour de ça, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas 28 jours c'est 13%, et un cycle normal c'est entre 21 et 35 jours. C'est très variable. Ouais, mais avec une forme de régularité. S'il y a plus de 5 jours habituellement, si par exemple une fois c'est 21 jours, une fois c'est 30 jours, une fois c'est 22 jours et la fois d'après c'est encore 32 jours, et bien là on va considérer que le cycle il est trop variable. Donc un cycle normal c'est 21 à 35 jours, c'est moins de 5 jours d'écart d'un cycle à l'autre. Après s'il y a un cycle qui bug de temps en temps, c'est pas grave. Vraiment c'est pas un problème, faut pas s'inquiéter avec ça. Mais voilà, sur la durée c'est ça. Et un cycle normal c'est un cycle où on ovule, d'où l'importance de savoir repérer son ovulation. Et ça, c'est pareil, c'est une vaste question et un apprentissage, en fait. Ouais, mais c'est tout bête. Enfin, c'est tout simple. Une fois qu'on a appris à regarder sur notre papier toilette quand ça glisse, même, on n'a même pas besoin de toucher, hein, rien que l'effet, moi j'aime bien dire l'effet patinoire. Tu sais, tu t'essuies et ça continue de glisser. Et ben, en fait, vous notez l'effet patinoire sur votre agenda et puis vous regardez combien de temps après vous avez vos règles. Ben, cet effet patinoire, à moins qu'on fasse des tentatives ovulatoires, ce qui peut être le cas dans le SOPK, mais dans la plupart des cas, ça signe le fait qu'on n'est pas loin de l'ovulation. On regarde combien de temps après on a nos règles, et comme ça, on peut prévoir et prédire la date de nos règles. Et surtout, on sait si le cycle a été ovulatoire ou pas. Et donc, si plusieurs cycles de suite, on n'a pas cet effet patinoire, on ne le suit pas, et, ça peut être intéressant de traquer pour voir si on n'a pas des cycles anovulatoires, c'est-à-dire des cycles sans ovulation, qui peuvent être le signal qu'il y a un problème. Et on en avait parlé notamment avec la symptothermie, justement, oui. Mais mesurée. Et cet effet patinoire avait été décrit un peu de la même façon. Si ça patine, c'est on n'est pas très loin. C'est exactement ça. Et du coup, la dernière idée reçue, c'est un peu plutôt une idée reçue de jeunes, entre guillemets, de collège, lycée. En tout cas, quand moi j'y étais, c'était un petit peu ça. Oh bah oui, t'as tes règles, c'est vraiment une excuse encore utilisée pour pas faire de sport ou pour pas aller à la piscine. Alors, on a complètement le droit, bien sûr, d'aller à la piscine ou de faire du sport pendant nos règles, ça c'est évident. Ça, tu nous l'as dit un peu plus tôt déjà, voilà, oui. Et c'est vraiment important de le dire. Pour autant, on peut se sentir un peu fatigué et on peut ne pas avoir envie d'aller à la piscine, de ne pas avoir envie, par exemple, de porter une protection interne, parce qu'à la piscine, alors maintenant, il commence à y avoir les maillots de bain menstruels, mais c'est pour les flux récent. très légers, c'est très récent, et puis pour l'instant c'est encore pour les flux très légers, et on peut se sentir pas à l'aise avec ça, et donc pour moi c'est tout à fait légitime de pouvoir dire j'ai mes règles parce que et du coup je vais pas à la piscine si c'est pas confortable pour moi. Enfin je vois pas. C'est de dire si, mais un tampon et voilà, on n'en parle plus comme si c'était anodin en fait et que c'était normal. On n'a pas tout. Enfin encore une fois, le tampon on a le droit de dire que nous ça nous convient pas. C'est personnel. Moi j'ai fait de la compétition de natation, donc j'ai porté des tampons très longtemps, je porte une cup et j'ai pas de problème avec les protections internes, mais c'est un choix. Et la première personne qui essaierait de m'obliger à porter une protection interne se ferait aboyer dessus. Et on entend régulièrement, effectivement, des personnes qui se permettent de dire à des jeunes porte un tampon, la prochaine fois sinon t'es puni, etc. Donc ça c'est niette. Enfin, c'est l'enfer. C'est horrible et non, on n'a pas le droit de faire un truc pareil. Et la deuxième chose aussi, c'est que moi j'entends des profs de sport, par exemple, qui notent les dates des règles des jeunes pour savoir si c'est pas plus que tous les 28 jours. Oh waouh. Mais alors, est-ce que tu as le droit de faire ça ? Mesdames et messieurs qui font ça, on va se dire un truc.
les 2 premières années de règles, et vous ne savez pas quand leurs règles ont commencé, les cycles sont très irréguliers. On peut tout à fait avoir ces règles à 2 semaines d'intervalle. Et ensuite ne pas les avoir pendant 3-4 mois. Et ensuite les réavoir de nouveau. Donc cette irrégularité, vous êtes incompétent pour savoir si c'est vrai ou faux. Donc à un moment, et il y a un dialogue intéressant avec ces jeunes, plutôt que de dire je note et puis je verrai bien si t'es une petite tricheuse ou pas, parce que c'est un peu ça que ça veut dire, tu vois. Oui, c'est ça, je te fais pas confiance, de toute façon je vais noter. Exactement, et moi dans mon livre Kiffe ton cycle, j'ai fait un petit paragraphe spécifique pour les professeurs de sport, parce qu'ils sont aussi démunis face à ça, où je leur conseille de proposer des alternatives, d'arrêter de relayer les jeunes qui disent j'ai mes règles juste sur le banc et qu'elles soient plantées pendant 2 heures à cet endroit-là. Parce qu'il y a d'autres choses à faire, c'est de leur proposer d'avoir du mouvement doux, et notamment de la marche par exemple, ou des choses comme ça qu'elles peuvent faire doucement, tranquillement, à leur rythme, mais se mettre en mouvement quand on a ses règles, c'est souvent antalgique, et c'est souvent un bon moyen d'aller mieux. Donc chercher des alternatives intéressantes pour ces jeunes, plutôt que de les mettre au banc et de noter avec une croix quand est-ce qu'elles ont leurs règles, chercher des moyens d'accompagner avec peut-être effectivement une proposition plus douce quand elles le signifient. Encore une fois, il y en a plein qui ne vont pas vous le signifier parce qu'elles n'ont pas de douleur, elles n'ont pas de problème et que ça leur va de mettre une protection interne, tout va bien. Oui, puis c'est d'arrêter de se dire de toute façon c'est par feignantise, c'est parce qu'elles n'ont pas envie, c'est pour embêter le monde, alors que non. Parfois, parce qu'on a quand même ce truc qui est un peu plus galère que les autres à gérer, on va s'en servir positivement pour nous si on a envie. Mais c'est ok, en fait, c'est tout ça. Il faut arrêter de croire qu'il y a les tricheuses, machin et tout. Mais effectivement, on a ce phénomène qui nous traverse, qui n'est pas ultra confortable, parce que faut gérer, il faut avoir ses protections, il faut gérer machin. Que de temps en temps, 1 ou 2 fois dans sa scolarité, on se soit dit tiens, c'est le bon moyen de zapper ce truc-là. Why not en vrai. Mais de faire qu'à cause de ça, on mette au banc toutes les jeunes qui disent j'ai mes règles et qu'on les regarde de travers et qu'on les regarde comme des tricheuses, ça me choque. Mais parce que qui n'a pas dit à un moment j'ai mal à la tête? Bien sûr. C'est du même niveau. Est-ce que pour autant on est en train de regarder de travers toutes les personnes qui disent j'ai mal à la tête? Non. Pourquoi on le fait pour les règles? C'est la grande question, mais déjà tu as pu nous éclairer sur plein de choses, c'était vraiment super intéressant, et on voit effectivement la progression et ce qui nous reste encore à parcourir comme chemin. Donc il y a les livres que tu as écrits qui seront à retrouver en description. Est-ce que tu aurais aussi peut-être en plus un livre, une série, un film, quelque chose que tu pourrais nous recommander pour les personnes qui ont d'autres questions, qui souhaiteraient en apprendre davantage, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, sur le sujet des règles et aussi du cycle menstruel? C'est drôle parce que moi je serais allée sur un livre pour les enfants. Ah oui, ça peut aussi parce être que je me dis, si on débute là, bonne chose. On est bon après. Et puis en tant que parent, pouvoir offrir ce genre de contenu à ses enfants, c'est très important. Et puis alors moi j'ai des parents qui m'ont dit qu'ils avaient appris des trucs dans les livres. Alors pour les plus âgés, à partir de 10 ans, il y a mon livre Kiffe tes règles, qui a été fait pour les plus âgés, mais là je parle des tout petits, 4-5 ans, voire même plus petits si on veut. Il y a le petit illustré de l'intimité, tome 1 et tome 2. Le tome 1, c'est sur les filles, et le tome 2, donc l'appareil génital féminin, et le tome 2 sur les petits garçons, et je trouve que ce sont des pépites, ces livres. On devrait l'avoir dans toutes les familles, le présenter à tous les enfants, c'est joyeux, c'est ludique, et on commence à parler dès le plus jeune âge des règles. Il y a plein d'infos sur la quantité, des choses encore une fois que plein d'adultes découvrent, sur la quantité des règles, comment elles fait de l'intérieur, etc. Et je trouve que pour ces âges-là, c'est vraiment des pépites. Et puis après, effectivement, il y a mes 2 livres, du coup, pour les jeunes, Kiffe tes règles, à partir de 9-10 ans. Et pour les adultes, Kiffe ton cycle, pour apprendre à utiliser son cycle positivement. Super. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu aurais juste une petite note positive pour terminer cet épisode ? En fait, j'ai envie de te dire que moi, je suis ultra positive parce que je vois que ça avance énormément, qu'il y a plein d'initiatives qui se passent dans tous les sens, que l'Assemblée nationale il y a des députés qui nous ont dit qu'on allait peut-être jouer l'escape game Kiffe ton cycle à l'Assemblée nationale. Oh, génial. Donc, moi, j'ai envie de te dire, il y a de plus en plus de collèges, de lycées qui font intervenir les ambassadrices Kiffe ton cycle pour jouer l'escape game, pour faire des interventions, etc. Moi, je trouve que tout ça est ultra positif. Il y a une dizaine d'années, on aurait dit à un collège, on va venir vous faire un escape game sur le cycle menstruel. Je pense que les gens se seraient cachés et seraient repartis. Donc voilà, il y a des députés, pareil, on en parle, parler
parler cycle menstruel à l'Assemblée nationale, où la dernière fois c'était dans la salle du conclave à Avignon, au Palais des Papes, parce que j'ai été invitée avec mon associé pour faire une conférence sur le sujet dans cette salle. Je me dis que c'est des salles qui n'avaient jamais entendu parler ni de glaire cervicale, ni de cycle menstruel. Et ça avance. Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'éclairer sur le sujet des règles si tu avais des interrogations à ce sujet. Comprendre son cycle, finalement, c'est encore le meilleur moyen de vivre en harmonie avec, mais aussi de mieux l'expliquer aux plus jeunes. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast, suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup, et on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!